Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui. On va parler des sujets d'actualité et je reprends vos questions également. Les questions, comme vous le savez, vous pouvez me les poser directement. Je vous ai créé un formulaire, vous savez, un petit formulaire qu'il y a dans les notes là, du podcast, de tous les podcasts d'ailleurs. Il y a un petit formulaire où il y a marqué « Posez votre question ». C'est un lien, vous cliquez, vous posez votre question. C'est anonyme, il n'y a pas d'adresse email à rentrer ni rien parce que le but c'est vraiment de poser des questions fidèle, voilà. Moi, je suis pas pour mettre l'identité des gens sur Internet, je m'en tape, mais c'est surtout que parfois, de ne pas mettre son identité, ça peut libérer un petit peu pour certaines questions qui pourraient être, un petit peu gênantes de mettre quand ils mettent leur nom, etc. Bon, ça ouvre la place aussi aux haters, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de pouvoir répondre à vos questions le plus fidèlement possible. Voilà. Alors, pour démarrer ce podcast, pas mal d'actualités. Enfin, pas mal, j'en ai récolté 3, mais c'est pas facile de trier les actualités parce que, vous savez, quand on fait un petit podcast comme ça, même si c'est... d'ailleurs, j'ai été content parce qu'il y a 10 heures, vous savez, le service de streaming audio français, je crois que c'est français d'ailleurs, qui a partagé mon podcast sur Instagram. Donc voilà, bon d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Instagram, sachez que moi j'y suis, et ceux qui y sont peuvent venir me rejoindre, c'est Fitness Smith, hein. Vous tapez Fitness Smith sur Instagram et vous me retrouverez facilement. Je partage quelques petites recettes. Le but c'est souvent ça, hein, c'est de partager des petites recettes. Des fois je mets des updates de mon physique, etc. Même s'il ne change pas trop, hein, en fait, parce que moi je continue mon style de vie depuis des années. Donc bon, j'essaye de me maintenir en forme à mon niveau. Et voilà, bref. Pour continuer dans le podcast, alors première chose, je commence sur une note pas forcément très positive. Il y a un influenceur russe de 33 ans qui est mort du Covid. Donc ça, là, le gros titre du magazine un peu People, hein, qui a partagé ça, c'est Covid-19, un influenceur de 33 ans nie l'existence du virus et en meurt quelques semaines plus tard. Donc voilà, ces titres-là, le journalisme aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'appelle Dimitri Stuzuk. Il avait 33 ans et suite à des complications, il s'est envolé au retour, en fait. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais le pauvre garçon, il s'est fait hospitaliser, il est retourné chez lui pour suivre des soins. Ça s'est empiré dans la nuit, il est reparti et puis il est parti. Voilà. Donc j'avais besoin de le partager avec vous parce que ça fait partie du monde du fitness, ça fait partie de l'actualité aussi. D'ailleurs, quand on lit d'autres articles dessus, apparemment, il avait une petite faiblesse au niveau cardiovasculaire. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il y a des sceptiques par rapport au Covid. Il y a des gens qui en ont peur. Il y a un peu de tout. Mais on est dans une période où les gens, ils sont un peu, les gens, ils savent pas trop. Hein, même les chercheurs, tout ça, personne ne sait trop où on va. Donc j'avais envie de partager ça parce que ça nous concerne quand même. 33 ans, c'est pas vieux. Le fitness, on a tendance à dire les sportifs, ils sont plutôt protégés. Donc voilà l'info un petit peu lugubre du podcast. Vous savez que j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'informations-là. J'aime pas surfer sur ce genre d'actualité parce que c'est un peu facile. Mais là, j'ai pensé que c'était quand même important de le partager avec vous. Bref. On continue alors sur d'autres choses. Un article de psychologie qui dit comment faire vraiment les différences entre les dates de péremption, vous savez, les DLC, les DDM, les DLUO, les DCR, etc. Vous consommez des produits. Alors, il faut savoir une chose, c'est que souvent, sur les produits de type légumes, le frais et tout, il n'y a pas forcément toujours des dates de mise.
Il n'y a pas d'obligation et donc du coup c'est plus vous mangez sainement entre guillemets brut, type paléo ou type carnivore ou type je sais pas comment on appelle votre diète, donc des aliments bruts tout simplement, moins vous êtes sujet à voir des dates de renseigner sur les produits. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc on va voir un petit peu. Donc j'ai noté qu'est-ce que j'avais récolté comme information. Alors quelle est la différence entre DLC, etc. Alors déjà, il est primordial de prendre en conscience et comprendre la différence entre les deux types de dates de péremption. La DLC, qui veut dire date limite de consommation, et la DDM, qui veut dire date de durabilité minimale, ou anciennement, date limite d'utilisation optimale, qui s'appelait la DLUO. Donc ils ont modifié la DLUO par la DDM afin de réduire le gaspillage alimentaire, puisque de nombreux consommateurs confondent la DLC et la DLUO. Donc tant mieux, si ça évite le gaspillage et qu'on peut manger, ça fait économiser des sous et ça fait économiser aussi des aliments. Donc quelle est la différence entre DLC et DDM ? Alors la DLC est celle que l'on a l'habitude de voir sous l'inscription « à consommer jusqu'au ». Donc si vous voyez marqué sur vos produits à consommer jusqu'au, il s'agit d'une DLC. Elle correspond à une date de nature sanitaire. Il est important d'y faire attention pour des raisons de santé. Le produit n'est plus consommable après la date indiquée. Parmi les aliments concernés, on retrouve par exemple des viandes déjà découpées, les charcuteries, les plats cuisinés, réfrigérés ou autres, ou encore les yaourts. Bon, les yaourts, moi j'ai souvent entendu dire, je me rappelle même de ma mère qui se disait le yaourt, non mais c'est passé la date, tu peux encore le manger. Bref, pourquoi j'ai une pub qui se lance sur mon truc là ? Casse-toi. Putain, mais elle est où ? Excusez-moi, c'est horrible. Je sais pas d'où ça vient de là. Mais il y en a combien des pubs ? C'est insupportable. Bref. Je reprends, excusez-moi, sur les sites comme ça, vous avez des pubs partout, elles se lancent, vous ne savez pas d'où ça vient, c'est un peu n'importe quoi. Donc il y a une pub qui s'est glissée dans mon podcast sans que je le demande. Alors, je continue. Donc, la DDM, elle informe sur la durabilité de l'aliment au niveau de sa qualité. Une tablette de chocolat avec l'inscription « à consommer de préférence avant le ». Donc là, il s'agit d'une DDM. Donc, ça peut être mangé après la date renseignée sur le papier. Alors, en fait, après, le problème, c'est que le goût est altéré ou la texture ou autre. Donc, du coup, on n'a plus le produit tel quel comme il voudrait vous être vendu finalement. Bon, bref, je continue parce qu'il y a un truc qui va intéresser peut-être un petit peu plus de gens, c'est les œufs et la DCR. Donc les œufs comportent une DCR, date de consommation recommandée, et non une DDM ou une DLC. Comment la lire ? Celle-ci est fixée à 28 jours après la ponte de l'œuf. Une fois la date inscrite passée, l'œuf est encore consommable pendant quelques semaines. Cependant, l'œuf doit être conservé au frais, ne pas avoir été lavé et sa coquille ne doit pas être fendue. Donc oui, ça c'est pareil, les œufs, moi je me souviens un peu les anciens. Les œufs, il est conservé largement après la date. Bon, une semaine, je pense que eux ils disent encore consommable pendant quelques semaines. C'est vrai que les œufs, c'est quelque chose où, vous savez, c'est un petit peu bancal. Les œufs, on a souvent tendance à être un peu frileux avec les œufs. Moi, le petit conseil supplémentaire de mon expérience de cuisine, plus il est frais votre œuf, plus vous pouvez le cuire en œuf à la coque, en œuf mollet, ou en œuf poché. Non, pas poché, comment ça s'appelle ? C'est les œufs brouillés. Vous savez, quand c'est un petit peu encore liquide. Mais plus la date est avancée, plus je recommande quand même de cuire l'œuf. Alors ça, c'est peut-être un raisonnement un petit peu bizarre pour les chercheurs et tout, mais moi je préfère, et j'ai remarqué qu'en tout cas, parfois, vous savez, quand vous mangez des œufs, vous avez l'impression que le ventre ballonne et tout, vous savez pas pourquoi, alors que d'habitude ça vous pose pas de problème. Et ben, moi j'avais remarqué que quand je faisais des œufs pas assez cuits, genre des œufs à la coque, ou des omelettes un peu trop baveuses, avec ce genre d'œufs, ça me posait des problèmes. Alors que quand je les cuisais bien, pas de souci. Donc préférez des cuissons un peu plus vives, entre guillemets, un petit peu plus longues sur des œufs qui ont une date qui avance. Et de toute façon, les anciens disaient souvent, pour faire des œufs à la coque, il faut des œufs bien frais. Et je pense que c'était pas pour rien, ils avaient déjà détecté ça, quoi. Donc voilà, maintenant vous pouvez un petit peu peut-être
plus conserver vos œufs. En tout cas, vous aurez moins peur de les jeter, vous aurez moins peur de les manger plutôt après cette fameuse date dépassée. Et donc ça vous aiguille un petit peu sur la DLC, la DC, la DDM et la DCR. Voilà. Bref, je passe au sujet suivant. Le sujet suivant parle de la restriction de sucre pour la prévention des caries, quantité et fréquence. Qu'est-ce qui est le plus important ? Alors là, c'est une étude. Quel journal ? La revue. C'est Caries. Alors attendez, je clique pour vous donner exactement le titre. La recherche. Alors c'est. Il faut que je traduise en anglais pour que vous avez. Alors c'est J Affect Disorder. Voilà. Donc c'est pas, l'étude n'est pas toute neuve, mais je trouvais ça intéressant. Ah non, c'est pas celle-là, c'est l'autre d'avant. C'est ZER UMSCH. Alors THER, plus loin, UMSCH, donc c'est le nom de la revue. Et donc c'est allemand. En fait, ils disent que les effets sur la santé de la consommation de sucre et alternatives possibles. Donc, je reprends le lien. Excusez-moi, c'est un peu difficile parce que vous savez, quand vous avez le navigateur qui vous traduit l'allemand en anglais, puis de l'anglais en français pour essayer de vous faire quelque chose de cohérent. Donc non, je reprends. Le nom de la revue, c'est Caries. Alors, Caries, C-A-R-I-E, plus loin, R-E-S. Et le titre, c'est sucre, les restrictions en sucre pour la prévention des caries, quantité et fréquence. Qu'est-ce qui est le plus important ? Voilà. Alors en fait, ils ont démontré, ils ont observé, il y avait même une petite figure, que la fréquence était plus dangereuse que la quantité. C'est-à-dire que les caries, il y a une histoire de pH. Vous savez, quand vous consommez du sucre, vous faites chuter le pH, en tout cas quand ça baisse, le pH baisse, le chiffre du pH baisse. Et donc du coup il met un certain temps à remonter, et c'est dans cette phase où il est bas que alors c'est compliqué parce que c'est inversé en fait le pH. Quand les valeurs elles sont basses, c'est que c'est acide, et quand c'est élevé, c'est que c'est alcalin. Et donc si vous voulez, après une consommation de sucre de 15 millilitres, là il montre, ça chute, ça passe de 7 à 5.5, et ça met à peu près 10 à 15 minutes à remonter à un niveau, je vais pas dire optimal, mais à un niveau normal. Et donc c'est durant cette phase plus ou moins où la santé bucco-dentaire est à risque parce que justement le pH n'est plus optimal. Et en fait, quand on reproduit régulièrement durant la journée des petites absorptions de sucre, donc ça peut être quoi ? Ça peut être des boissons gazeuses, ça peut être des chewing-gums sucrés, ça peut être tout un tas de choses en fait finalement où il y a du sucre. Et régulièrement on va faire chuter le pH, puis il va revenir à un niveau initial, etc. Enfin, il ne revient pas réellement au niveau initial en plus, il a tendance même à baisser un petit peu. Mais, qu'est-ce qu'on peut en conclure si on regarde un petit peu les choses comme ça ? Il y en a qui vont vous dire, vous savez, vous avez le droit de manger de tout, du sucre et tout, dans des doses minimales, vous savez, si vous en abusez pas, donc le petit gâteau, le petit machin, à partir du moment où vous savez vous contrôler. Moi, je suis pas forcément d'accord, parce que quand on voit ça, s'il y a une fréquence d'absorption de sucre qui est régulière, même modeste, il y a cette problématique au niveau de la santé bucco-dentaire. Deuxième chose, moi je serais plus enclin à dire aux gens, vous aimez les produits sucrés, etc., préférez-les sur un moment de la semaine, plutôt que en des doses modestes mais fréquentes. Pourquoi ? Parce que justement on va moins faire osciller cette histoire de pH, même s'il n'y a pas que ça qui fait osciller, mais ça sauverait un petit peu, parce que c'est le sucre qui arrive sur un pH, un pH bas, un pH non optimal, qui pose problème en fait. C'est l'addition des deux. Donc en gros, pour vous faire une synthèse, pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense moi directement à la boisson sucrée durant l'entraînement. La boisson sucrée durant l'entraînement, c'est des petites doses prises à intervalles réguliers durant l'entraînement. Et ça, on va avoir des petits problèmes. Ça peut potentiellement créer des problèmes par rapport aux caries.
par rapport à la santé du bucco-dentaire. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'était une observation, je me disais, mais quid des boissons sucrées durant l'entraînement sur les caries, le risque de caries et tout ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence avec quelqu'un d'autre qui prendrait une boisson sucrée au niveau de la santé bucco-dentaire, même si l'entraînement c'est quand même mieux que rien. Mais en tout cas, ce qui avait été montré aussi, c'est qu'on peut réguler un petit peu en buvant de l'eau, en se rinçant la bouche, en fait, en nettoyant un petit peu, en faisant remonter le pH tout simplement. Et donc, si vous aimez les boissons d'entraînement, rincez-vous quand même la bouche avec de l'eau plate, sans sucre, quoi. Vous pouvez peut-être, si vous êtes habitué, je suis pas là pour vous faire la morale, la leçon ou quoi, mais une bonne idée quand on consomme des boissons sucrées durant l'entraînement pour la performance ou autre, chose que je ne fais pas, mais chose que je sais que beaucoup de personnes font, essayez d'avoir quand même une gourde à côté, une gourde avec de l'eau plate, et à chaque fois que vous buvez vos boissons sucrées, essayez de vous rincer ou de boire quelques gorgées avec de l'eau plate, quoi, histoire d'aider en fait ce pH à remonter, parce que là, comme on voit sur les courbes, là sur l'étude, vous buvez 15 millilitres d'eau sucrée, donc de solution sucrée. Au bout de 2 minutes, le pH a chuté. Et il remet, en fait, il met à peu près entre 10 et 15 minutes à remonter. Donc, si on peut écourter cette période où il chute, on limite la zone de risque, en fait. Mais bon, le mieux, c'est à mon sens, de ne pas prendre ces trucs-là, quoi. Sauf si vous faites le Tour de France ou je sais pas trop quoi. Je sais qu'il y a des sportifs en muscu qui aiment bien ça. Moi, je trouve qu'en muscu, c'est pas intéressant. Voilà, c'est mon point de vue. Je sais que les gens sont pas d'accord avec moi. Je trouve que c'est pas intéressant. Certes, il y a des avantages au niveau de la performance, mais bon, quand on s'y est habitué, c'est difficile de s'en passer. Mieux vaut s'en passer tout court et essayer de s'habituer sans. J'en ai pas pris depuis. Enfin, moi, j'ai déjà essayé ce genre de boisson. Je peux vous garantir que quand vous arrêtez, vous ressentez les effets. C'est chiant. Et alors que vous pouvez très bien avoir de bonnes performances sans. Donc, sauf si vous êtes vraiment dans un sport de performance, de compétition, que c'est votre travail ou j'en sais rien. Sinon, enfin bon, essayez de c'est un peu comme l'idée des boosters pour moi. Essayez de vous en passer si vous êtes dans une pratique récréative ou loisir ou passion, vous savez, pour être bien, quoi. Donc voilà, alors j'avais envie de parler également enfin ça va être compliqué parce que j'ai dit que je parlerais de la question de l'auditeur, donc est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas ? Bon, je vais faire la question de l'auditeur et selon le temps que ça prend, je vous traiterai un autre sujet. Alors, j'ouvre mes petites notes et je vous lis la question. Alors la question, elle est la suivante. Bonjour Théo, tout d'abord merci pour ce que tu partages avec nous. Voilà ma question. Je pratique un entraînement type hypertrophie depuis mes débuts en musculation sur un rythme de 5 séances par semaine. Je souhaiterais intégrer un entraînement type force, mais je ne sais ni quand commencer celui-ci, ni pour combien de temps. J'ai aussi vu que ce type d'entraînement se déroulait sur 3 entraînements semaine, avec un jour de repos entre chaque séance. Et j'ai peur que cela ne soit pas suffisant, car je suis adepte des gros volumes d'entraînement. Merci des conseils que tu pourras me donner. Alors je vais te donner des conseils assez simple. Déjà, en fait, en muscu, quand on pratique la musculation, c'est un sport jouissif. Quand je dis un sport jouissif, c'est qu'en fait, on fait rarement des compromis. Et quand on rentre dans une dynamique de performance, comme là, tu as envie de faire, c'est-à-dire de prendre de la force, imagine-toi un petit peu le nageur. Le nageur de haut niveau, il aime bien aller nager, mais il n'aime pas forcément passer 5 ou 6 heures dans le bassin. Au bout d'un moment, il en a plein le cul. Et ben toi, c'est un petit peu pareil, tu vois. T'as envie de prendre de la force, mais t'as envie de continuer à t'amuser parce que la muscu, c'est quelque chose que t'aimes, quoi. C'est ton sport que tu pratiques. Et là, en fait, on t'impose de faire que 3 séances par semaine pour prendre de la force. Donc du coup, c'est la contrariété que tu vas rencontrer face à ta performance. C'est-à-dire que oui, l'entraînement de force nécessite d'avoir une récupération nerveuse plus élevée. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas t'entraîner les autres jours. C'est là qu'intervient en fait ma petite note différente par rapport au plan que tu as dû voir. Moi, je suis pas binaire comme ça. Donc, si tu veux prendre de la force, j'imagine que tu veux prendre de la force sur des mouvements particuliers parce qu'on prend pas de la force comme ça au hasard. On cherche par exemple sur du développé couché, sur des dips ou sur un squat, sur un soulevé de terre, n'importe. Mais en général, un exercice polyarticulaire. Mais les séances qui te restent, donc c'est-à-dire les 2 séances qui te restent, tu peux quand même te rendre à la salle de sport. Enfin, peut-être pas en ce moment parce que si tu es comme moi dans les zones
verrouillée, elle est fermée. Donc si tu t'entraînes à la maison comme moi, tant mieux. Mais je veux dire, si tu fais de la muscu, enfin si tu as moyen de t'entraîner 5 fois par semaine, c'est pas parce que tu fais un programme de force que tu vas arrêter. C'est juste que tu vas avoir 3 séances où tu vas progresser en force, où tu vas travailler sur les mouvements de force, et les autres séances, peut-être que ça va être des petits groupes musculaires, donc de l'isolation par exemple sur des faisceaux, des groupes musculaires que tu as envie de continuer à développer ou autre, ou alors ça sera un entraînement type cardiovasculaire, abdominaux par exemple, ou les mollets, ou je sais pas l'arrière d'épaule, ou le haut de pec, ou enfin peut-être pas les pecs, parce que si tu fais de la force sur des pecs, on va éviter d'aller taper dedans, mais voilà, tu vois, cette idée de travailler des points faibles sans taper dans ton système nerveux, c'est-à-dire en série longue, plus à la brûlure, à la congestion, etc., comme les avant-bras, les choses comme ça. Donc il n'y a pas réellement, et comme tu dis, j'ai peur que cela ne soit pas suffisant. Donc pour la force, ça sera suffisant de faire 3 entraînements par semaine si tu es vraiment intense et que ton système nerveux a un besoin de récupération. N'aie pas peur, et tu fais autre chose en fait les 2 jours suivants. Tu fais des programmes autres. En fait, c'est parce que là, t'as un modèle, comme tu dis, depuis des années, hypertrophie, 5 séances par semaine, lundi pec, mardi dos, enfin je sais pas comment tu fais, mais bon, j'imagine le programme. Là en fait, tu revois ton truc un petit peu à la baisse, tu as l'impression que tu vas moins en faire. Tu vas moins en faire en volume, mais au niveau du système nerveux, ça va être plus élevé, puisque certainement que tes charges vont être beaucoup plus lourdes, ton nombre de répétitions plus court, ton nombre de séries moins important, ton temps de repos. Moi, c'est surtout les temps de repos qui me dérangent sur les programmes force, parce que certes, on pousse lourd et tout, on a un besoin de récupération, mais des fois, 3 minutes ou plus de repos, c'est un petit peu contrariant pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un rythme un peu soutenu à l'entraînement. Donc voilà pour ma réponse à ta question. J'en profite parce que j'ai un peu le temps. Je vous cite un petit truc que j'avais marqué. Enfin, je vous le cite pas, je vous le lis. C'est une recette que j'ai vue sur Kiss My Chef. Qui se nomme Kiss My Chef, la gastronomie en France. Donc en fait, c'est une recette qui s'appelle le navarin d'agneau à la châtaigne et au potiron. J'ai vu l'image du plat, ça donne super envie. Et je vais vous donner les ingrédients et je vais vous dire, pourquoi je vous parle de cette recette, parce que c'est une recette que je vais tester dans la semaine ou la semaine prochaine. Vous savez, moi, mon idée, c'est toujours d'apporter des recettes un petit peu plus goûteuses dans le monde du fitness sans aller dans les aliments à la con. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que si on modifie 2-3 petits trucs, ça peut le faire. Donc niveau de difficulté facile, temps de préparation 35 minutes, temps de cuisson 1h30, recette pour 4 à 6 personnes. Je vais pas vous citer toute la recette, mais vous irez voir sur Kiss My Chef. Je les connais pas, je leur fais de la pub indirectement là. Donc ingrédients, 1,2 kg d'épaule d'agneau bio désossées et coupées en gros cubes d'environ 70 grammes chacun, un oignon, 5 gousses d'ail, une branche de thym, une feuille de laurier. Alors là, ils disent 1/4 de litre de vin de noix, que moi, personnellement, je ne vais pas mettre dans la recette. 1/4 de litre d'eau chaude, normal. Une cuillère à soupe de farine que personnellement je ne vais pas mettre, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol que je ne vais pas mettre et je vais remplacer par de l'huile d'olive et je vais mettre certainement qu'une seule cuillère à soupe, 250 g de châtaigne, 300 g de potiron, une cuillère à soupe d'huile de noix que là je mettrai, et du sel et du poivre, voilà, moi je mettrai certainement que du poivre. Et voilà, ça fait un plat chaud, plutôt de saison, qui sort un petit peu, enfin voilà, vous avez légumes, vous avez des glucides avec les châtaignes, enfin avec châtaignes et potiron, qui sont pas forcément enfin voilà, on n'est pas sur du riz blanc, on n'est pas sur de la farine blanche, etc. Moi, je vais tenter ça, ça a l'air hyper appétissant. Ça semble quelque chose de saison, en tout cas c'est les couleurs de l'automne, et donc voilà le petit point cuisine. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Je crois que c'est tout. Alors pour les personnes, là vous savez, il n'y a pas eu de page de pub en début de podcast. Pour les personnes, vous savez que ça intéresse, il y a comment ça s'appelle ? Vous savez, j'avais sorti ma plus grosse formation sur la prise de masse il y a 15 jours, qui a fait vraiment beaucoup de commentaires positifs. Je suis très content. Et c'était compliqué pour moi c'est toujours pareil quand je fais des formations, je me demande comment ça sera perçu, etc., parce que j'ai une idée assez déterminée de ce qu'est la prise de masse sur le long terme, etc., surtout pour les personnes qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui ont eu tendance à être en surpoids par le passé, qui ont réussi à faire un régime, puis après comment on fait pour reprendre du muscle sans engraisser comme des petits cochons. Donc c'est toujours compliqué. Donc j'avais envie de partager mon protocole avec les abonnés. Donc ça, c'est sorti il y a 15 jours, vous avez le lien sur mon site directement, et en fait
à la fin, je disais, s'il y a des questions que vous avez, auxquelles j'ai pas répondu forcément pendant cette formation, posez-les-moi et je ferai une FAQ qui viendra s'y additionner spécialement pour ça. Et donc, vous avez répondu présent, vous m'avez posé des questions et j'ai sorti justement la FAQ qui s'appelle Nouvelle prise de masse. C'est la FAQ numéro 22, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et là, je traite pas mal de questions. Bon, je vais essayer d'ouvrir le lien rapidement pour voir le type de questions qu'il y a, pour vous dire. Alors, j'ouvre le lien pour que vous puissiez avoir pas le sommaire, mais une idée des questions traitées. Bon, c'est des questions, quelle sauce consommer en prise de masse, quel objectif doit-on se fixer en prise de masse, quand arrêter sa prise de masse, quel protocole de sèche suivre après une prise de masse, peut-on augmenter les lipides au profit des glucides, pour les véganes, comment remplacer les protéines animales en prise de masse, comment faire une prise de masse après 40 ans ou voire après 60 ans, et bien d'autres, enfin voilà, il y a plein d'autres questions, il y en a à peu près une vingtaine. Donc allez voir le lien, il est en description, il est dans les notes de l'épisode, et puis sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Très bonne semaine à tous et soyez prudents. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.